Rentrée scolaire, plus de 8 millions d'élèves rejoindront demain les bancs de l'école. Ils seront encadrés par plus de 400 000 enseignants. Situation en Libye, rencontre tripartite entre l'Algérie, le Niger et le Tchad dimanche à Alger. Compétences algériennes installées à l'étranger, la fuite des cerveaux est-elle irrémédiable? International, États-Unis d'Amérique, Obama et le roi d'Arabie Saoudite affichent leur entente. Football, pour finir, l'équipe nationale affûte ses armes avant le rendez-vous de demain contre le Lesotho. C'est le 19h15, bienvenue et bonsoir à vous mesdames et messieurs. Avant d'entamer l'édition d'aujourd'hui, souhaitons la bienvenue à notre invité. Il s'agit de M. Mohamed Ben Khrouf, président de l'Alliance internationale des compétences algériennes établie à l'étranger. Bonsoir M. Ben Khrouf. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous y reviendrons. Éducation, c'est la rentrée scolaire. Plus de 8 millions d'élèves inscrits dans les différents cycles de l'enseignement primaire, moyen et secondaire rejoindront demain dimanche les bancs de l'école à travers le territoire national. La solidarité sous toutes ses formes est le thème retenu pour le cours inaugural. Nariman Zgan nous explique. Selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, 8 112 475 élèves rejoindront les bancs de l'école, 4 109 964 élèves dans le cycle primaire, 2 666 227 000 dans le cycle moyen et 1 336 884 000 dans le cycle secondaire, encadrés par plus de 400 000 enseignants. Pour la présente année scolaire, le nombre de structures disponibles s'élève à 27 946 établissements, dont 18 350 écoles primaires, 5 346 CM et 2 250 lycées. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Ben Ghebrit, a affirmé dans une déclaration la veille de la rentrée scolaire que celle-ci sera sereine grâce au sens de responsabilité qui a caractérisé les 10 syndicats lors de la réunion tenue fin août dernier. Le ministère de l'Éducation nationale s'est engagé à satisfaire les principales revendications contenues dans les procès-verbaux des réunions avec les syndicats signés en mars dernier. Parmi ces revendications, il y a lieu de citer l'organisation d'un examen à la rentrée scolaire pour la promotion de 45 000 enseignants des 3 cycles de l'enseignement et la promotion systématique des enseignants aux postes appelés à disparaître. Madame Ben Ghebrit a mis l'accent sur 3 principes à travers lesquels son département compte assurer la réussite de la rentrée scolaire, à savoir la citoyenneté, l'équité et la qualité. Le ministère veillera à la mise en œuvre d'une série de mesures pédagogiques. Il s'agit de concentrer les efforts sur le cycle primaire qui est la base de l'éducation de l'enfant en généralisant l'enseignement préscolaire à toutes les wilayas avant 2017. Cette rentrée sera marquée par l'élargissement de l'enseignement de la langue amazigh qui passera de 11 à 20 wilayas tout en se focalisant sur la langue arabe et les mathématiques outre l'enseignement des langues étrangères. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Ben Ghebrit, a annoncé un éventuel recours au système des classes à double vacation et des classes mobiles dans certains wilayas du pays pour endiguer le problème de surcharge des classes qui pèse sur certains établissements éducatifs. Nariman Zgan. En dépit du nombre important des infrastructures scolaires réalisées, le problème de surcharge des classes demeure posé dans certaines régions, a affirmé Mme Ben Ghebrit la veille de la rentrée scolaire 2015-2016. Pour pallier ce problème, le ministère de l'Éducation a proposé des solutions pédagogiques, dont le recours au système des classes à double vacation et aux classes mobiles, a-t-elle ajouté, précisant que ces solutions sont conjoncturelles et le système à double vacation ne touchera que 5% des établissements éducatifs au niveau national, sachant qu'actuellement 18% de ces établissements adoptent en partie le système à double vacation. 25 946 établissements éducatifs sont opérationnels au titre de cette année scolaire, dont 18 350 écoles primaires, 5 346 collèges et 2 250 lycées, qui accueilleront 8 112 475 000 élèves, dont 4 109 964 écoliers, 2 666 227 collégiens et 1 336 884 000 lycéens, qui seront encadrés par plus de 4 000 enseignants. Plus de 400 000 enseignants encadreront l'année scolaire 2015-2016 dans les 3 cycles de l'enseignement primaire, moyen et secondaire, dont 19 000 enseignants ayant réussi au dernier concours de recrutement. Ainsi, 183 821 enseignants encadreront le cycle primaire et 138 154 le cycle moyen au titre de l'année scolaire 2015-2016.
Parmi ces enseignants, 19 262 ont réussi au dernier concours de recrutement organisé par le ministère de l'Éducation nationale et ont suivi des stages en juillet dernier en prévision de la prochaine rentrée scolaire. Cette formation a porté notamment sur les principes élémentaires de la profession d'enseignant, dont les références juridiques de la réforme du système éducatif, la loi d'orientation du secteur et la gestion des cours au sein de la classe. Ces enseignants ont bénéficié également d'une formation dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, outre le domaine législatif lié aux droits et devoirs des enseignants. Ces derniers poursuivront leur formation durant l'année scolaire en cours, les samedis et les mardis, outre les journées pédagogiques consacrées à chaque matière et des cycles de formation durant les vacances d'hiver et de printemps. La durée de cette formation est de 190 heures réparties sur 7 semaines. Elle est couronnée par un examen de titularisation supervisé par l'inspecteur ayant accompagné les enseignants tout au long de leur formation. Par ailleurs, plus de 7000 postes occupés auparavant par les directeurs et inspecteurs promus en juillet seraient pourvus par des enseignants suppléants inscrits sur la liste d'attente au niveau de ces comptes direction de l'éducation. Sur un autre registre, une rencontre tripartite regroupant l'Algérie, le Niger et le Tchad consacrée à la situation dans la sous-région, notamment en Libye, est prévue demain dimanche à Alger, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Yamina Bahir. Cette réunion regroupera le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Msahel, la ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger, Madame Kane Ishatou Boulama, et le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine de la République du Tchad, Moussa Faki Mahamat, a précisé la même source. Cette rencontre, qui s'inscrit dans la tradition de concertation entre ces pays sur les questions intéressant la coopération et la sécurité dans la sous-région, sera l'occasion pour les trois ministres de procéder à un échange de vues et d'analyses sur la situation préoccupante prévalente dans leur voisinage immédiat, a souligné la même source. Cette réunion permettra aussi de renouveler l'engagement des trois pays d'accompagner les frères libéens dans la recherche d'une solution politique sous l'égide des Nations Unies devant mener à la formation d'un gouvernement d'union nationale capable de relever les multiples défis auxquels est confrontée la Libye et de préserver l'unité, l'intégrité territoriale ainsi que la cohésion du peuple libyen frère, a-t-on ajouté. Parlons maintenant de la communauté algérienne établie à l'étranger et de ses leaders, de ces génies qui font le bonheur de l'économie occidentale. Leur nombre, selon certaines estimations, avoisinera d'ici 2020, rien qu'en Europe, le chiffre de 1 million de cadres, dont des dizaines de milliers à des postes de responsabilité. Selon des experts, les compétences algériennes établies à l'étranger font gagner à leur pays d'accueil 45 milliards de dollars. Nalima Rizgan. Leur nombre évolue d'année en année, avoisinant les 400 000 cadres. Actuellement, il y a entre 40 à 60 000 cadres algériens vivant aux États-Unis et au Canada. Environ 10 000 compétences algériennes titulaires d'un diplôme de magistère ou doctorat et qui ont gardé leur nationalité travaillent depuis l'an 2000 aux États-Unis. Plus de 7 000 médecins et 3 000 informaticiens sont établis en Europe. En France, sur les 10 000 médecins immigrés recensés, 7 000 sont d'origine algérienne, dont 50% sont des spécialistes et des centaines de chefs de service. Il y a également 100 000 entrepreneurs recensés en Europe. Ce sont là des chiffres qui démontrent le potentiel et la richesse inépuisable que nous avons à l'étranger. Outre les postes qu'ils occupent dans les différents secteurs économiques, les Algériens sont également omniprésents dans l'enseignement. Ils sont des milliers de professeurs qui enseignent dans de prestigieuses écoles et universités occidentales, mais aussi des chercheurs qui dirigent des instituts de recherche et des laboratoires de renommée mondiale. À titre d'exemple, dans toutes les universités françaises, on trouve au moins un enseignant algérien. Parmi ces cadres qui ont brillé par leur réussite à l'étranger, on peut citer Hamid Ait Abdelrahim, professeur à l'université de Louvain en Belgique, qui est également le directeur de l'Institut des systèmes nucléaires avancés au Centre de l'énergie nucléaire de ce même pays. Ahmed Chinna, responsable d'un laboratoire de médecine à San Francisco. Sid Ahmed Benraouane, responsable du département stratégie managériale et organisation à l'université de Minnesota aux États-Unis, et Morad Ouazi, consultant à Wall Street. Quant à la réussite la plus prestigieuse, c'est bien celle du docteur Elias Zarhouni, ex-directeur de l'Institut national de santé.
Pour débattre de ce sujet, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir parmi nous sur le plateau de Numidia TV le docteur Mohamed Ben Khrouf, président de l'Alliance internationale des compétences algériennes établies à l'étranger. Bonsoir, monsieur Ben Khrouf. Bonsoir. Alors, pour commencer, à travers le compte-rendu de notre collègue, les chiffres sont éloquents et traduisent le phénomène de la fuite des cerveaux. Quel est votre sentiment ? Mon sentiment personnel, que les chiffres sont alarmants, sont beaucoup plus importants qu'avançait votre collègue, la journaliste. Et cela depuis 1988, à ce jour-là. Et ça commence à s'accentuer, à s'aggraver encore de plus. Moi, je dirais que c'est une catastrophe pour l'Algérie, c'est une perte pour l'Algérie. Ces compétences qui sont parties de l'Algérie font gagner à ces pays européens, en Amérique, c'est une valeur ajoutée à ces pays-là. Vous avez avancé le chiffre de 45 milliards de dollars qui apportent ces compétences à ces pays-là. Ces 45 milliards de dollars, c'est une perte pour l'Algérie. Alors aujourd'hui, que tout le monde s'alarme pour la chute du prix du baril. Les raisons sont multiples, j'imagine. Tout à fait, les raisons sont multiples, mais on ne va pas chercher dans les raisons. Oui. Tout le monde a compris aujourd'hui que le fonctionnement aujourd'hui des institutions ne permet pas à ces compétences de rester en Algérie. Donc ils sont partis pour une raison ou pour une autre. Mais aujourd'hui, c'est dans l'intérêt de l'Algérie de récupérer ces compétences. Mais le gouvernement ne cesse de faire appel à eux. Pour l'État, les conditions sont là. Pourquoi elles ne reviennent pas ? Tout à fait. Les conditions ne sont pas réunies pour que ces compétences reviennent définitivement en Algérie. Aujourd'hui, il n'est pas question de les appeler à revenir s'installer en Algérie parce qu'ils ne peuvent pas revenir s'installer en Algérie ou une minorité qui revient s'installer. Oui. Aujourd'hui, il est question qu'ils reviennent apporter leur savoir-faire à l'Algérie, apporter leurs connaissances dans les différents domaines à l'Algérie. Et cela par la mise en place d'un système de partenariat. Monsieur Ben Khrouf, pensez-vous que si les Algériens Ilyas, Hamidait Abdelrahim et Ahmed Chna étaient restés en Algérie, nous aurions eu le même résultat ? Nous aurions vu un tel épanouissement ? Vous avez cité trois figures connues mondialement à l'échelle internationale. Et il y en a beaucoup. Il y a plus de 100 000 Algériens. On le sait, mais s'ils étaient là, est-ce qu'on aura le même résultat ? On n'a pas, c'est ça le problème justement. Parce que ces gens-là, ils étaient là en Algérie. Pourquoi ils sont partis ? Parce qu'ils sont partis parce qu'ils n'ont pas trouvé les conditions idoines pour exercer leurs compétences. Dès qu'ils partent de l'Algérie, ils explosent. Et ils deviennent des génies. Pourquoi ? Parce qu'il y a des conditions qui sont réunies à l'étranger qui leur facilitent la tâche pour faire Donc le potentiel y est ? Tout à fait. Tout à fait. Et ici en Algérie, ce qui manque aujourd'hui, c'est cette bonne volonté de la part de certains responsables, je ne dirais pas tous, heureusement, fort heureusement qu'il y a encore des responsables ici en Algérie, qui sont intègres, qui travaillent avec nous, qui nous tendent la main justement pour travailler en partenariat. Et c'est ce que donc, il y a des notre alliance justement... avec les autorités ? Non, mais c'est... Est-ce qu'ils vous tendent la main Oui, non, mais d'une part, parce qu'ils nous tendent la main, parce que nous sommes des Algériens, nous aimons ce pays-là comme l'aiment beaucoup d'Algériens, et nous souhaitons contribuer à son développement. Justement, puisque vous allez contribuer, quel est l'apport de votre association pour faire face à cette hémorragie ? L'apport direct. Si vous avez des propositions, des suggestions, tout à fait. Notre association a 3 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de rassembler le maximum de compétences algériennes qui sont établies à l'étranger, telles que les personnes que vous avez citées. Il y en a encore beaucoup plus, en particulier en Europe. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est de couvrir ces compétences, la création de ces Algériens qui sont à l'étranger. Oui. Et le troisième volet le plus important, c'est de tisser un lien de partenariat avec l'Algérie en discutant directement avec les institutions ici en Algérie par le biais de l'ambassade. Est-ce que vous êtes en contact direct avec les Algériens et les autres ? Pas Zarhonais en personne, mais il y a beaucoup de Zarhonais que je connais en Europe et aux États. Ils sont prêts à revenir. Il y a cette volonté de revenir au pays ? Oui, tout à fait. Ils sont prêts à revenir au pays et à apporter leur soutien, apporter leur contribution au développement des institutions algériennes et au développement de l'économie algérienne. Merci beaucoup, M. Ben Khrouf. Je rappelle que vous êtes le président de l'Alliance des compétences internationale des compétences des Algériens établis à l'étranger. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. International à présent.
Le président américain Barack Obama et le roi Salman d'Arabie Saoudite ont affiché leur entente devant la presse vendredi à la Maison-Blanche, restant évasifs sur le nombreux sujets de tension entre les deux alliés, l'Iran et Yémen. Yamina Bahir. Pour sa première visite à la Maison-Blanche depuis son accession au trône en janvier, le roi saoudien âgé de 79 ans a été accueilli personnellement par M. Obama à sa descente de voiture. Lors de brèves remarques dans le bureau ovale, le roi Salman a souligné que sa visite était le symbole de la relation forte et profonde entre l'Arabie saoudite et les États-Unis. Le président Obama a affirmé que son gouvernement partage les mêmes inquiétudes que l'Arabie saoudite quant au conflit au Yémen, soulignant la nécessité de mettre en place un gouvernement qui fonctionne, qui accorde une place à tous et qui puisse répondre à la situation humanitaire. Quelques dizaines de manifestants s'étaient rassemblés devant la Maison-Blanche pour dénoncer l'intervention militaire de Riyad au Yémen. Évoquant la nécessité de mettre en place l'accord avec l'Iran pour s'assurer qu'il n'obtienne pas l'arme nucléaire, M. Obama a insisté sur sa détermination à lutter contre ces activités déstabilisantes dans la région. Après l'accord historique sur le nucléaire conclu le 14 juillet entre les grandes puissances et l'Iran, les pays du Golfe, Arabie Saoudite en tête, redoutent que Téhéran ne soit de plus en plus considéré comme un interlocuteur légitime dans la région. Le président américain a également insisté sur la collaboration extrêmement étroite entre les deux pays dans la lutte antiterroriste. Toujours en international, les Émirats déterminés à agir au Yémen malgré la mort de 45 soldats. Europe, les premiers quarts de migrants quittent la Hongrie pour l'Autriche. Centrafrique, l'ONU préconise la fermeté contre des milliers. Ukraine, les accords de paix pour la première fois respectés dans l'Est. C'est le monde d'aujourd'hui en bref avec Yamina Bahir. La coalition arabe a intensifié ses raids aériens aujourd'hui au Yémen en bombardant violemment des sites militaires des Houthis, notamment à Sanaa, au lendemain de la mort de 50 soldats émiratis et bahreïnis dans une attaque au missile. La coalition réagissait à la mort de 45 soldats émiratis et de 5 autres bahreïnis par l'explosion dans un entrepôt de munitions provoquée selon des sources militaires par la chute d'un missile sol-sol tiré par des rebelles contre une base militaire à Safar dans la province de Marib à l'est de Sanaa. Les premiers cars de migrants ont pris la route tôt ce matin en Hongrie à destination de la frontière autrichienne. Le bus transporte une cinquantaine de migrants qui avaient été pris en charge sur l'autoroute où ils avaient entrepris de gagner la frontière à pied. Plusieurs dizaines de bus étaient également en route depuis la gare de Budapest, Keleti. Les migrants pourront déposer dès leur arrivée une demande d'asile en Autriche. Le gouvernement autrichien a annoncé qu'en concertation avec Berlin, il ne cherchait pas à entraver le transit des migrants qui souhaitent continuer leur route vers l'Allemagne. Le haut-commissaire aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad al-Hussein, a appelé à Bangui à une approche bien plus robuste contre les groupes armés qui, dans plusieurs régions de Centrafrique, continuent de commettre de nombreux crimes en toute impunité. Je pense qu'il faudrait une approche bien plus robuste envers ces groupes armés afin qu'ils commencent à comprendre qu'ils ne peuvent impunément bafouer l'état de droit quand, où et comme ils le souhaitent, a-t-il déclaré dans une déclaration à la presse dans la capitale centrafricaine. Les dirigeants les plus connus qui ont tant de sang sur les mains ne sont ni arrêtés, ni poursuivis, ni jugés, ni condamnés, a-t-il constaté. Le président ukrainien Petro Poroshenko a estimé aujourd'hui que les accords de paix sur l'Est séparatiste pro-russe, signés en février à Minsk, étaient pour la première fois respectés cette semaine. J'ai une bonne nouvelle, depuis une semaine, on ne tire plus sur le front, c'est la première semaine que les accords de Minsk sont mis en œuvre, a déclaré M. Poroshenko selon des images retransmises à la télévision. Il y a toujours des soldats qui périssent dans la zone du conflit, en sautant sur des mines artisanales ou dans des accidents de la route, mais pas dans les combats, a-t-il souligné. Cela donne l'espoir que nos efforts aideront à construire un nouvel État efficace, a-t-il poursuivi. Football, enfin, dernier galop d'entraînement pour notre équipe nationale avant d'affronter le match de demain contre le Lesotho. Les Fennecs, sans Ferroli et Bentaleb ne jurent que par la victoire. Pour eux, c'est une question de fierté, d'autant plus que le coach national vise sa 10e victoire à la tête des Verts.
Voilà, c'est la fin de votre 19h15. Merci de l'avoir suivi. Restez avec les programmes de l'Umdia TV. Zohor Sini vous présentera un point d'actualité en langue nationale, suivi du journal des sports présenté par Mouad Nemroudi. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir et merci.